Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Vous êtes sur CCTV. On va parler actualité de ce jeudi 6 janvier 2022. Elle est politique avec la suite et fin de la tournée du président de la République. Mais d'abord, elle est scientifique avec la reprise des cours non effectifs hier dans plusieurs universités et établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Les mots d'ordre a été largement suivis. La rentrée académique n'a pas eu lieu malgré les coups d'envoi donnés par Moïse Nzangi, patron du secteur, hier dans la ville de Kinshasa. Pendant qu'il lançait le coup d'envoi, d'autres enseignants s'étaient donné rendez-vous à l'Institut supérieur du commerce issu sur l'avenue 24 novembre à Kinshasa. Réunion d'urgence. Pris d'assaut la même avenue pour aller déposer leur mémorandum au niveau de la primature chez les premiers ministres, les enseignants, tout comme le chef des travaux et d'autres encadreurs, c'est-à-dire les personnels scientifiques et administratifs. Tous réclament ni plus ni moins l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. En tout cas, la grève était visible hier à l'université de Kinshasa, à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, l'IFASIC, à l'IPN, Institut pédagogique national, tout comme à l'INULU, où nos correspondants, à partir du Haut-Katanga, nous ont confirmé l'information ce matin. À l'UNIKIN, tout comme à l'IFASIC, il n'y a que des jurys précis qui sont autorisés à pouvoir vider les questions de délibération de l'année dernière, tout comme les collations pour l'année dernière. Moïse Nzangi attend peut-être se battre comme un très bon diable dans le bénitier pour pouvoir convaincre les partenaires à reprendre la craie pour l'année académique 2021-2022. Je disais à l'entame de l'émission, Félix-Antoine Tshisekedi, suite et fin de sa visite. Hier, le président de la République était dans la cité d'Elodia. Il a donné la parole aux gens, lui-même aussi a parlé. Il s'est dit tout simplement surpris de constater qu'il n'y a que des problèmes, il n'y a que des problèmes et qu'il n'y a que de la pauvreté. Partout où il est passé, le chef de l'État ne passera pas malheureusement par Lusambo, qui est le chef-lieu de la province. Il devrait aujourd'hui, en tout cas, installer les autorités politico-administratives de la nouvelle ville, Lumumba-ville, à Wembo-Nyama. Je crois Wembo-Nyama. J'espère que je prononce bien dans le territoire de Lubefo. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est Patrick Yalé qui fera l'avant-dernière émission de cette semaine. Patrick, bonjour et bonne année à vous. Bonjour Serge, bonne année à vous. Bonne année à mon cher ami contradicteur de ce jour et bonne année aux nombreux téléspectateurs de CCTV à qui je pense avoir manqué parce que je crois avoir fait plus de 3 mois, je n'étais plus convié. Et je vous félicite aussi pour ce plateau digne du standard que l'on connaissait de CCTV. Merci beaucoup Patrick Yalé. C'est vrai, CCTV est vraiment dans son histoire, pour ne pas parler de l'historique. On a connu que des incendies et des pillages. J'espère que cette fois-ci... Allez, c'est bon. Patrick, un sujet rétrospectif qui a marqué l'actualité, selon vous, à commenter pendant 2 minutes de l'année dernière. Ouf, il y a eu tellement des événements, tellement de soubresauts. Là, vous êtes en train de chercher. Non, oui, je suis en train de chercher, mais je pense que la plus grande actualité, c'est la rupture FCC-Cash, me semble-t-il. C'était l'année passée. Pour moi, ça restera la plus grande actualité de l'année 2021 parce que il y a eu beaucoup de tensions autour de cette rupture, il y a eu beaucoup de velléités. C'est une séquence qui nous a pris, je crois, plus ou moins 2-3 mois, où il y avait, je dirais, une espèce de bras de force entre le FCC et le Cash. C'est toute cette ambiance, toutes ces pérégrinations ont montré quelque part, selon moi, les limites ou les insuffisances de notre Constitution. À ce jour, bon nombre de gens se demandent s'il était possible que l'on changeât de majorité au cours d'une mandature. C'était inédit, c'était la première fois dans l'histoire de notre démocratie que l'on voit une majorité basculer de façon tout à fait, je dirais, atypique, où vous avez certains membres d'un parti qui sont de la majorité
et d'autres membres du même parti qui sont restés à l'opposition. Donc c'est des situations inédites. Le Congo, depuis qu'il est Congo, on a toujours connu des situations inédites. Vous avez un premier ministre qui révoque un président qui fait pareil. Vous avez un gouvernement de un président plus 4 vice-présidents. Je pensais qu'on en avait fini avec ces situations atypiques, mais voilà que l'année 2021, avec la rupture de l'accord FCC-Cash, on a connu quelque chose qui restera, je pense, gravé des années et des années encore. Merci à vous, Patrick Eyalé. Nos vœux le meilleur, au nom de ma famille et au nom de Kiosque, à vous, à vos enfants et à votre chère tendre épouse. Je reciproque les mêmes vœux à madame, votre épouse. Merci beaucoup, cher Eyalé. Allez, Gauthier Sey, bonjour. Bonne année. Qu'est-ce qui fait qu'on soit tous en costume et même couleur ce matin? Une coïncidence, tout simplement. Heureuse ou malheureuse? Bon, à toi maintenant des désirs. Allez. Mais sinon, merci pour l'invitation. Je pense que c'est le premier plateau qu'on partage en 2022. Ah oui. Merci de m'avoir honoré. Ça, je salue mon co-débatteur Patrick Eyalé, à toute l'équipe de... Mes vœux le meilleur à toute l'équipe des kiosques et puis à ceux qui nous suivent. Allez. Et je pense que nous sommes là pour parler Congo et je plaide pour un débat républicain. Comme d'habitude, je vous réciproque le même vœu pour vous et pour l'ensemble de l'équipe Netic News. Je salue mon jeune frère Gramic, Les grands. Les grands. Clin d'œil, oui. Merci. En tout cas, je m'en voudrais si je fais passer même clin d'œil à Patrick Lokala, tout comme à Hervé Thomas. Allez, un sujet particulier, rétrospectif. 2 minutes rapidement, on va passer Exactement, dans les sujets, c'est celui des chinchards. Oh non, ça c'est l'année ici. Non, c'est 2021. C'est au début de novembre, octobre si je ne me trompe pas, que le gouvernement a promis qu'on devait quand même avoir plus de 27 300 tonnes de chinchards ici à Kinshasa et qu'on ait à débourser 6 millions de dollars pour ça, ce qui n'est pas arrivé jusqu'au 31 décembre 2021. Les premiers n'avions pas fêté avec ça et je me dis comment un gouvernement peut mentir à ses administrés. Ça c'est quand même grave. Non mais c'est vous qui mentez parce que moi j'ai vu des points où on vendait des chinchards. Chers amis, les chinchards pour lesquels on a déboursé 6 millions de dollars ne sont jamais arrivés jusqu'à ce jour. Et ces chinchards-là qu'on a vu... Ce qu'on a vu là... Et d'ailleurs, il y a des documents qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que le ministre de l'économie nous a d'abord donné des chambres froides sans adresse. Il nous dit d'une manière vague, allez-y à Kasavubu, telle chambre froide. Mais Kasavubu, c'est vaste. Il faut nous donner l'adresse de cette chambre froide. Et moi, j'étais sur terrain pour voir. Et après ça, après avoir fouiné, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont acheté auprès des opérateurs namibiens. Oui, le ministre l'a reconnu. Moi-même, je parlais avec lui, il a reconnu ça. Namibiens. Et les 6 millions qui ont été décaissés pour que nous puissions pêcher. Manque à gagner pour la République. Et vous voyez déjà qu'il y a un problème de sérieux. Et ici, nous avions fêté dans des conditions extrêmement graves. Je vous rappelle ici que ma rédaction, depuis que Netic News existe, c'est pour une première fois que Netic News manque même un poulet à donner à un journaliste. Ah non, ça c'est un problème d'organisation. Ce n'est pas un problème d'organisation. Oui, oui. Souvent, nous sommes organisés avec quelques partenaires, opérateurs économiques bien sûr, qui nous donnaient des vivres. Mais après, les partenaires n'étaient plus en mesure de nous donner des vivres. Vous savez pourquoi? Parce que la présidence, la primature, allait chercher des vivres auprès de ses partenaires. Et ils ont dû nous donner un peu de moyens pour qu'on aille acheter. Et quand arrivé sur le terrain, il n'y en avait pas. Il y avait raté des vivres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit qui a précédé entre les opérateurs économiques et le gouvernement. Et beaucoup d'opérateurs n'ont pas eu à s'approvisionner en vivres parce que les problèmes des prix posaient problème. Donc, le peuple congolais a été dupé par son propre gouvernement. Et c'est là où je me suis rendu moi-même personnellement pour voir les 4 chambres froides qui ont été citées par les ministres de l'économie. Et ces chambres froides, elles n'existaient presque pas parce qu'on n'a pas retrouvé. Seulement qu'à savoir qu'on a retrouvé des adresses. Donc ici, vous comprenez que c'est un sujet qui m'a tellement versé. Je me dis comment un gouvernement peut mentir à ses administrés. Ça, c'est quand même grave. Et je me dis que le ministre de l'économie devait revenir nous dire quand même l'argent qui reste. C'est parce que les contrats devaient finir avec la Namibie, je pense, c'est 31. Et maintenant, là, parce que là, on ne peut plus pêcher. Oui. Il faut attendre jusqu'au mois de septembre parce qu'il faut que ces poissons-là, ils ont trêve jusqu'au mois de septembre. Mais là, on sera payé cet argent-là. On va rembourser au Congolais. Est-ce qu'il y avait des clauses dans ces contrats? Qu'est-ce qui va arriver? Je me dis, nous avons affaire à des gens qui apprennent au sommet de l'État. J'ai parlé avec le ministre, je crois, si ce n'est pas les 30, je crois les 31 à son cabinet. Il y a un ami, Dominique Dinanga, qui m'a d'ailleurs facilité cet entretien. Le ministre m'avait dit oui, la pêche au niveau de la Namibie, elle est saisonnière et quand vous, c'est-à-dire quoi,
vous achetez les quotas de pêche, il y a une période bien déterminée, parce que les poissons ne sont pas là pendant toute la période. Il faut les laisser croître. Voilà, et pourquoi, en ajoutant, il m'a dit qu'il fallait quand même, c'est vrai que les délais forclos, c'était au 31 décembre. Maintenant, il a dit qu'on pensait comment renégocier avec les autorités namibiennes. C'est en tout cas toute la problématique. C'est grave. C'était juste ce complément d'information, parce que je dois le dire, j'ai parlé personnellement avec le ministre. Alors, vous gardez le micro, ça passe difficilement à l'issue, enseignement supérieur et universitaire. Je ne dirais même pas reprise de cours timide, mais il n'y a pas eu reprise de cours, du moins dans les établissements d'enseignement public. Hein. Exactement. Il n'y a pas une reprise des cours. Il y a d'abord un désordre terrible dans ce secteur. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec mon cher frère Mouindo Zangui. Et apparemment, ça ne marche toujours pas. Vous savez que quand il est arrivé, il a lancé une opération avec la fermeture des universités qui n'était pas viable avec la filière... À l'issue des états généraux. Voilà, médecine. Mais là, après, qu'est-ce que je me rends compte? Ce sont des nominations en cascade, sans respect des procédures, sans respect des normes. Et c'est le Premier ministre qui demande la suspension de mise en place de ces comités nommés. Et après, lui, il fait des forcings, il invite ces comités d'abord, et les anciens comités, et les nouveaux comités. Il les invite à la rentrée scolaire. Donc, on ne comprend plus qui fait quoi, qui doit réellement faire quoi. Mais avant que j'en arrive, vous comprenez déjà qu'il y a un désordre. Il y a la légèreté dans la façon de gérer les choses de l'État. Comment un Premier ministre, comment un ministre peut prendre un arrêté et publier cet arrêté-là? Censé être discuté en Conseil des ministres. Non, j'en arrive. Publier cet arrêté-là, donc on suppose que vous avez validé. Parce qu'il ne peut pas prendre un arrêté sans le soumettre au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est dirigé par les chefs de l'État et par les chefs du gouvernement. Et à la primature, il y a des collèges de chaque secteur. Pareil aussi à la présidence, qui sont censés suivre la viabilité et l'applicabilité des actes de chaque secteur. Et donc, vous comprenez ici que les gens sont ailleurs. Ils sont dans des mines. Ils sont dans les détournements des projets, d'argent des fonds de projet, au lieu de s'occuper de la question sensible. Et arrivé maintenant à la publication de l'arrêté, c'est le ministre qui demande, le premier qui demande des sursoirs. Et où est-ce qu'il était quand on discutait de cette question au Conseil des ministres? Donc lui pensait à autre chose. Donc vous comprenez que le revenons dans les revendications. J'aimerais que nous puissions revenir dans les revendications. On dit un chef de travaux, il touche par exemple les 580 000 francs congolais, l'équivalent en dollars, c'est 200 et quelques dollars. Un assistant en premier mandat, tout comme deuxième mandat, il toucherait l'équivalent en dollars, c'est des 108 dollars. Mais pendant ce temps, on vous dit par exemple avec la réforme que pour que un chef de travaux, pour passer de l'assistant deuxième mandat à un chef de travaux, vous devez quand même présenter votre DA, c'est-à-dire les diplômes approfondis, mais avec ces salaires-là de 108 dollars pour un assistant premier et deuxième mandat, comment va-t-il se faire? Ça, c'est la première catégorie, c'est des revendications qui sont dirigées vers le gouvernement central. Mais il y a des revendications internes. Ces chefs de travaux, ces assistants premier ou deuxième mandat, ils touchent des primes internes. Là, ça concerne maintenant les comités de gestion. Comment est-ce que le nombre d'étudiants est dynamique? À chaque année, le nombre augmente, mais la prime que les comités de gestion réservent aux chefs de travaux et assistants reste statique. Ça ne peut pas se concevoir. C'est ça. Regarde ce qui se passe d'abord. Il y a des états généraux. Dans ces états généraux, on a aussi parlé de problèmes sociaux professionnels des enseignants. Mais Mouindo Zangui n'a pas mis d'accent sur ces problèmes. Ce qui l'a plus intéressé, c'est la mise en place des comités directeurs. Ça, c'est un problème. Et ici, les gouvernements devaient quand même tenir compte de ce qui nous forme, ce qui nous donne la matière. Il faut quand même qu'on voie comment est-ce que, de la même manière qu'on est en train de s'occuper des enseignants de l'école primaire et secondaire, on doit aussi s'occuper des CT et des assistants. Parce que là, ils vivent dans des conditions difficiles. Avec cette politique du refus de vente des syllabus, il faudrait quand même que leurs conditions soient améliorées. Mais ici, les problèmes des directeurs, des comités directeurs, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas là par méritocratie, on arrive là par piston politique. Vous êtes, arrête, j'en arrive. Interdit, c'est là, mais c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, si on bloque l'arrêté de Mouindo Zangui, c'est parce qu'il y a des poulains, de quelques dignitaires qui ne se sont pas retrouvés. Voilà pourquoi on bloque, c'est ça la réalité. Et ces dignitaires-là ou ces caciques-là,
exigent qu'on puisse maintenir ou nommer les leurs. C'est ce qui bloque même la mise en place de cet arrêté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes pistonné par un dignitaire, vous êtes pistonné par un cacique. Et il faut arriver au poste, il faut qu'il y ait des rétrocessions. Et ce cacique-là est membre d'un parti politique ou il est président ou autorité morale d'un parti politique. Il faut maintenant rétrocéder. Il faut maintenant rétrocéder. Et au-delà des rétrocéder, il faut prendre en charge quelques pires petits du cacique. Et ces pires petits-là, il ne faut même pas faire des assistants parce qu'ils n'ont pas qualité. Mais il faut les entretenir chaque mois. Et cet argent-là vient d'où? Des universités. Ça sort d'où? Mais il faut plutôt payer. Et maintenant, voilà la conséquence. Les chefs des travaux et ceux qui pratiquent ne sont pas pris en charge. On les prend en charge avec des maigres moyens parce que l'enveloppe, la grosse partie, va du côté des caciques. Et si tu ne donnes pas, tu seras remplacé le plus tôt possible. Très bien. Donc ici, le vrai problème, il faudra qu'on dépolitise ces secteurs. Il faudra que les vrais praticiens de la science soient responsabilisés et qu'on respecte les critères pour être des secrétaires académiques, pour être administratif, pour être recteur ou pour être directeur général d'un institut. Aussi longtemps qu'on sera dans des considérations politiques, rien n'ira de l'avant. C'est quand même un secteur très sensible, hein, cher Patrick. Je ne vois pas comme à l'époque des 1+4 où on partageait tout, on appelle ça comment? Partage équitable et équilibré. Je pense que dans ces secteurs aussi sensibles, merci, mais je trouve que c'est un bon moment pour ces enseignants, chefs de travaux et assistants de pouvoir coincer un peu le gouvernement, c'est pendant la rentrée. Oui, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je ne suis pas totalement en désaccord par rapport à ce qu'a dit mon ami Gauthier sur l'affaire des Chanchards, mais juste un élément que j'aimerais tirer au clair. On ne peut pas avoir comme source d'information les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend aux réseaux sociaux, mais on ne peut pas avoir comme source d'information les réseaux sociaux. Tenez, hier on nous balance une image des quelques notables de Sonkourou. On nous dit qu'ils sont dans la salle d'attente de l'aéroport. Sous les arbres. Sous les arbres. Comme les combattants de l'UPS. Voilà. Dans cet emballement, nous tous on a puté. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette république? Et quelques heures après, on nous montre d'autres photos de la salle d'attente de l'aéroport de Lodja. L'aérodrome de Lodja. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous nous emballons sur tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. On ne peut pas faire foi avec, je dirais, totalement... Il y a trop d'infox. Hein. Il y a trop d'infox, il y a trop de manipulation. Et il y a aussi, dernièrement, une espèce de tribunal médiatique et tribunaux des réseaux sociaux. Il faut raison garder que parfois, quand nous balançons des choses, nous, qui sommes journalistes, éditorialistes, communicants, avoir des sources fiables et vérifiées. Je ne dis pas... Un peu de recul face aux faits. Un peu de recul, surtout par rapport à ce qui est balancé sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que cet élément est faux, mais je me dis on ne peut pas l'abrandir comme une parole d'évangile. Très bien. Ceci étant, revenons maintenant à votre question. Je disais, belle trouvaille pour les enseignants. Hein. C'est toujours pendant la rentrée qu'il faut coincer le gouvernement. C'est le bon momentum. C'est le bon momentum. C'est aussi pareil pour l'enseignement primaire et secondaire. Ah oui, à chaque rentrée. C'est le bon moment parce que s'il rate, il rate cette occasion, que le train est parti, il est parti. Hein. Bon, voilà. Moi, je pense que je suis en train de me poser la question si le ministre Moïndou Zangui est à sa place. Quelqu'un m'a dit hier, pour ne pas vous couper, il est noir comme son nom, Moïndou. Je n'étais pas d'accord avec ce monsieur-là. Il dit non, Moïndou est noir comme son nom. Non. On ne dit pas ça, un membre du gouvernement. Allez-y. Non, c'est vos boutades, je n'ose pas là. Donc, il prend quand même des décisions, beaucoup de décisions qu'il est en train de prendre, prêtes à confusion. Prêtes à confusion, et la plupart de ces décisions sont contestées. Je suis en train de demander s'il n'y a pas eu erreur de casting. Mais, cela étant dit, mon ami Gauthier a parlé de beaucoup de choses. Et fondamentalement, beaucoup de choses qu'il a dit sur ce dossier sont vraies. Mais, une fois de plus, là où je peux apporter un bémol ou une nuance, c'est vrai que le gouvernement, quand le ministre sectoriel prend un arrêté, le gouvernement doit l'endosser. Parce que je pense que ça a été discuté. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette surséance? Pardon, ce n'est pas
une irresponsabilité que le gouvernement, constatant que l'arrêté qui a été pris semble porter problème, décide de rapporter ces arrêtés. C'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois, ici ou ailleurs, ça se passe. J'ai plein d'exemples comme ça ailleurs où une décision, un arrêté a été pris, vu l'incompatibilité ou vu la grogne sociale, le gouvernement s'est senti obligé de rapporter cet arrêté. Ah oui. Donc ne faisons pas une tempête dans un verre d'eau. C'est des choses qui arrivent pas simplement ici au Congo. Cela étant dit, maintenant, là où je suis d'accord avec lui, il faut dépolitiser ce secteur. Il faut dépolitiser. Parce que la plupart des chefs de travaux, comme il l'a dit, et je suis d'accord avec lui, ce n'est pas la méritocratie. Non, en tout cas, on a tous passé à l'université. Ce n'est pas la méritocratie. Certains d'entre nous, nous avions même repris les études après... Et là, ceux qui participent à ça sont en train de participer à un génocide intellectuel. Ah oui. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont ces personnes qui distillent les cours. La plupart du temps. Mais quand vous confiez la gestion, parfois des cours hautement importants, à des chefs de travaux qui n'ont pas, qui ne sont pas suffisamment outillés pour le faire, mais vous détruisez carrément toute une génération. Est-ce que Patrick, je peux vous donner un exemple? Je vous donne l'exemple de mon cas. Je suis de l'IFACIC de la 32e promotion. On étudie avec un groupe d'amis dans l'auditoire, des premières années graduées jusqu'en deuxième licence. On a une amie à nous qui n'a jamais distingué, qui n'a jamais fait 60% des premières années graduées jusqu'en deuxième licence. Ceux qui ont étudié avec moi savent de qui je parle. Mais puisqu'on arrive en deuxième licence, on avait cette camarade, cet ami, qui avait des acquaintances avec un enseignant, d'ailleurs qui était réputé très dur. On nous a délibérés, nous qui devions être délibérés à la première session, nous sommes allés pour la collation, les autres qui devaient être délibérés pour la deuxième session, ils sont allés pour la deuxième session, jusqu'à ce que la fille là n'était pas délibérée. Je parle de l'IFACIC, je suis fouillé de l'IFACIC. Et on savait qu'elle allait reprendre la deuxième licence. Vous voyez la dernière grille qui sort quand même, il y a une rentrée académique 2 mois après. On va vous sortir une dernière grille là où on sait que les étudiants sont déjà partis et que personne ne va plus revenir à l'université. On donne à la fille là 70% d'une distinction et elle est retenue assistance. Aujourd'hui, elle est... Elle a été cooptée. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils savent que s'ils le font en première session, ça sera une sorte de tollé. En deuxième session, ça sera une sorte de tollé. Même à la dernière grille, ils ont attendu que les étudiants partent. Et après, regardez-moi, et je vois cette dame-là, elle est aujourd'hui assistante. Mais Serge... Elle ne sait même pas me regarder quand on se voit à Serge, votre collègue, que vous faites bien de ne pas citer, par respect pour elle, mais c'est un exemple parmi des milliers de ceux que nous produisent les universités. Comment vous pouvez concevoir, parlons de l'IFACIC, que vous ayez des produits sortis de l'IFACIC qui ont difficile à vous écrire un français, je dirais, potable. Comment vous pouvez concevoir que des produits de l'IFACIC soient faciles avec la langue de Molière? On peut concevoir ça, je ne sais pas, des économistes, on peut concevoir ça des électriciens, mais pas des personnes dont l'outil de travail est la langue. Merci beaucoup. Et allez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les confrères a relevé le fait que depuis Moïno Zangui est là, bon, il a peut-être hérité de la situation, il prend telle décision, aussitôt ça crée des tollés, fermeture de certains départements, réaménagement, par exemple la nomination de certains directeurs généraux, ça pose problème. En parlant des établissements qu'il a fermés, mais semble-t-il d'autres établissements qu'il aurait fermés continuent. Je ne sais pas si cette décision de fermer ces établissements est une décision, je dirais, réfléchie et appropriée. Mais quand un ministre prend une telle décision, mais cela ne peut pas souffrir d'application. Allez, il faut revenir sur la table de négociation, à mon avis. Hein. Parler avec les professeurs, parler avec les chefs de travaux. 580 000 francs pour un chef de travaux, 108 $ pour un assistant. Nous qui avions été à l'IFACIC, nous savions généralement que ce sont ces gens-là qui sont au four et au moulin, hein, souvent. Hein.
C'est eux qui sont parfois, c'est eux qui sont les films dorsales de l'enseignement. Il y a des professeurs qui ne viennent que pour résumer les cours. Ils introduisent et puis ils ils viennent pour clôturer. Et puis la conséquence c'est quoi? Ils ne peuvent pas se donner à fond. Parce que là, il ne peut pas être là, se donner à fond, parce qu'il a des enfants, il a une femme à nourrir, 580 000 francs, il est locataire, il doit payer les loyers. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais s'il a 580... Et conséquence, la corruption doit régner. Mais en même temps, un chef de travaux, un assistant, il est en même temps un étudiant. C'est un apprenant aussi. Exactement. Mais avec 500, comment il va se avec $100 et 8 dollars, comment il va payer l'école doctorale, sa maison. Voilà. Conséquence, voilà pourquoi il y a la corruption, voilà pourquoi les gens passent, voilà pourquoi on copte même les assistants, voilà pourquoi on copte même les chefs des travaux. Parce que là, les gens, comment voudrais-tu que tu sois retenu chef des travaux assistant avec ces maigres salaires? Tu n'iras pas, tu iras chercher notre travail. Ah non, pour te permettre de nouer les débouts du monde. Non, ils acceptent de se faire copter, ou soit il a répondu aux critères. Il y a certains d'entre nous qui avaient refusé la modique somme. Exactement. Mais d'autres acceptent parce qu'ils savent qu'au-delà des 108 dollars officiels, ils peuvent vendre des syllabus, ils peuvent se faire corrompre. Ils peuvent se faire corrompre. Voilà, c'est ça la conséquence. Ils peuvent se faire corrompre. C'est là où il y a le danger. C'est là où il y a le danger. Les magistrats, les enseignants, il faut le mettre à l'abri de besoin. Le corps médical, on dit le corps médical. Oui. Ce sont ces trois corps-là qui doivent être mis dans des conditions à l'abri du besoin. Merci de me compléter. Merci beaucoup. On va aller dans l'espace Grand Kassai. On en a parlé les lundis, mardi. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Le chef de l'État, Patrick Yalé, a bouclé son séjour hier dans la cité de Lodja. Lodja, nous sommes dans la province du Sankourou, province de l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a pris la parole pour échanger avec l'assistance, beaucoup de choses. Partout où il est passé, le chef a dit il n'y a que des problèmes. Il constate qu'il y a vraiment un sérieux problème de recul entre la province et la ville de Kinshasa. Et pour conclure, il dit il y a un problème d'amour. Aujourd'hui, il a passé une nuit à Toubé, dans le Loubé-Fou. Il sera à Wembo-Niama, je crois dans les territoires des 4 roues. Il n'y a pas que de problèmes à l'intérieur du pays. Il y a aussi des problèmes à Kinshasa. Si d'ailleurs il y a des problèmes à Kinshasa, a fortiori à l'intérieur. Parce que déjà à Kinshasa, on n'a pas de bonne route. On n'a pas une bonne électricité. Il y a des coins où l'eau ne coule pas. Donc a fortiori, ce ne peut pas être une surprise qu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait ce genre de problème. Mais c'est là et je dirais, c'est là et bon que le président palpe cela. Parce que généralement, et on l'a vu, il y a une espèce de dichotomie entre, je crois, le rapport que reçoit le président et l'effectivité de ce qui se fait sur terrain. Sur le terrain, voilà. L'exemple patent avec cette histoire du conseiller M. Bilomba. Il y a l'histoire des écoles, mais il y a aussi l'affaire du barrage Katende. Ah oui, plus de 6 millions déboursés. Hein. Voilà, qui montre le déphasage qu'il y a entre le rendu qu'on fait au chef et l'effectivité qu'il y a sur terrain. Mais maintenant que le chef s'est rendu compte qu'il y a une dichotomie, qu'il y a déphasage, la question est de savoir que doit-il ou que va-t-il, non pas que doit, que va-t-il faire? Un coup de balai? Cela va sans dire. Cela va sans dire. Sinon, moi je pense, et je continue à penser, que le président bénéficie encore de ce qu'on appelle en d'autres termes, il joue du bénéfice du doute, de vouloir bien faire. 3 ans après? Permettez-moi. Il joue encore du bénéfice du doute, du vouloir bien faire. Et vous faites bien de dire 3 ans après. De sa volonté de vouloir, là, sa volonté. Voilà. Or, la volonté seule ne suffit pas. Voilà, vous dites bien 3 ans après. Et cette interpellation doit retentir aux oreilles du pouvoir. Non, je crois que ça retentit aux oreilles, mais peut-être que ça ne retentit pas aux oreilles des collaborateurs. Certains, pas tous. Non. Moi, je reviens sur votre interpellation 3 ans après. Ceci pour dire que si le président ne prend garde cette année 2022, la dernière avant l'échéance électorale, L'année électorale, oui. cette présomption de vouloir bien faire les choses
ne sera plus accordé. Beaucoup de gens, pas à tort, penseront qu'il est complice des mésaventures de ses collaborateurs. S'il ne s'active pas. S'il ne sanctionne pas, on peut, 3 ans après, comprendre qu'il a essayé des choses, mais quand on a essayé des choses et que cela n'a pas donné des résultats, il faut sortir des sentiers battus, il faut avoir le courage de frapper. Et cela marquera une des différences qu'on a longtemps nous condamnées des anciens présidents. Mais il y avait quand même la douche froide. J'ai vu à Tchikapa, j'ai vu même hier à Lodia, le chef dit que j'ai tout fait pour la gratuité. Et les gens à Tchikapa ont dit qu'il n'y avait pas la gratuité à Tchikapa. Mais il y a quand même un conseiller qui est chargé des questions socio-culturelles. Quel est son rapport? Donc, 3 ans après, le chef n'était pas au courant que la gratuité n'était pas effective à Tchikapa, moins encore à Lodia. Donc nous sommes dans un pays à géométrie variable. Mais tout à fait. Moi, je répète encore ce que j'ai dit. C'est tourné à l'intérieur. Et j'espère, et j'ai eu vent que le président va aussi aller au Grand Bandundu. Et surtout, je plaide pour ma chapelle, j'espère qu'on ne sera plus les oubliés. Notre province, on a été oublié pendant 20 ans. Et là, j'espère que le président pensera à faire un tour, pas simplement à faire un tour. Si, au Grand Kasaï, on a initié des projets, même si les projets n'ont pas abouti, mais j'espère que les mêmes projets ont été initiés ou bien seront ici initiés pour d'autres provinces. Je ne parlerai pas que du Grand Équateur parce que je suis du Grand Bandundu. Je dirais l'ouest, je dirais plus l'ouest du pays semble être le parent pauvre de la République. Je vais revenir à vous, cher Patrick Yalé. Gauthier, tournée d'itinérance, pré-campagne, difficile de le dire, mais ça rentre dans ses prérogatives. Consultation populaire, 3 ans après, excusez-moi, moi je dis à la place du président de la République, 3 ans après, c'était peut-être une manière pour lui de faire un bilan à mi-parcours. Il va dire, je suis arrivé au pouvoir en telle date, 3 ans après, vous à Cabinda, voici ce que j'ai déjà fait pendant 3 ans. Et dans les 2 ans qui restent, voici ce que je vais faire. J'arrive à Ngadadjika, 3 ans après, qu'est-ce qui a été fait? J'ai parlé avec des amis. Il y a un chauffeur taxi, moto qui m'avait pris à Kisangani. On faisait la route de Bounia. Je dis, depuis que le président de la République est là, on était sur les ponts de Chopo. Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé ici? Combien d'écoles nouvellement construites? Quelles routes construites ou réhabilitées, même en terre battue? Il m'a dit, aucune route, aucune école pour l'ensemble de la province de la Chopo. 3 ans après. Serge Kabongo, c'est que Liel n'a pas pu dire, c'est que nous sommes partis pour 5 ans perdus. Et je ne vois pas les 2 ans, parce que la deuxième année, c'est une année électorale. Et tout le monde va se préparer pour la campagne. Même les budgets sera concentré pour les élections. Je ne vois pas les miracles qu'on peut faire quand on a déjà. Donc c'est la dernière année, il faut convaincre. Donc quand on a déjà perdu 3 ans, la volonté seule ne suffira plus pour convaincre pendant ces. Mais les 3 années-là, elles n'ont pas été pourries par d'abord les conflits FCC-Cash. Quelqu'un me disait avant-hier, attendez, quelqu'un me disait avant-hier ou hier sur ces plateaux qu'il faut tenir aussi compte du Covid. Et puis les FCC qui a bloqué Félix. Serge, écoutez, ça, ce sont des faux fouillants. Regarde les vrais problèmes. Déjà ici, tu ne sais pas dire qu'est-ce que le chef est allé réellement faire. Il est à une itinérance, c'est une tournée, consultation populaire, et personne ne sait nous dire sur ces plateaux c'est quoi réellement, dans quel contexte le chef est allé au Grand Kasaï. Il est allé écouter son peuple. Écouter son peuple. Oui. 3 ans après, le chef est allé écouter son peuple, solliciter les mandats. En 2018, il a sillonné presque partout avec un programme. Et on sous-attend qu'il avait déjà les réalités de tous les points du pays. Il savait déjà les problèmes de tous les points du pays. Et quand il a amené un programme, ce programme-là, ce n'était pas seulement pour Kinshasa. C'était un programme pour toute l'étendue de la République. Voyez-vous? Et s'y rendre aujourd'hui, c'était pour dire à nos amis du Kasaï, chers amis, vous voyez, je suis venu, j'avais prévu pour les Moujimaï tel autre projet, et nous sommes à tel taux d'exécution, et les restes, donnez-moi un peu du temps, il y a eu Covid, il y a eu ça, voilà pourquoi on n'a pas pu atteindre 80% ou 100% d'exécution. Mais là, nous sommes à 0% d'exécution.
démission. Mais Katende, justement, Katende, vous ne pas vous couper. Katende, c'est pas Tshisekedi. Il sort l'argent, 6 millions de dollars, je vous dis. Mais il constate que... Je vous dirais que c'est Tshisekedi. Comment ça tu me dis que ce n'est pas Tshisekedi? Pendant que c'est lui-même qui s'est choisi les collaborateurs, c'est lui-même qui s'est choisi ces conseillers-là. Comment on peut avoir des conseillers qui ne savent pas adapter les discours du chef par rapport à chaque point? Comment ces conseillers-là n'ont pas dit au chef de l'État qu'à Tchikapa la gratuité n'existe pas? Comment ces conseillers-là n'ont pas dit au chef de l'État qu'à Lodja la gratuité n'existe pas? Non, comment vous expliquez d'abord que cette gratuité soit effective à Kin, au Congo central, à Lubumbashi, et pourquoi pas à Tchikapa? Parce que Tchikapa, c'est pas le Congo? Voilà, c'est ça maintenant la démagogie du régime Tshisekedi. Sous Kabila, ils ont lancé la gratuité. Ils ont dit la vérité au peuple congolais et qu'on ne peut pas, nous ne sommes pas à mesure de lancer la gratuité sur toute l'étendue de la République. Ils ont commencé avec 3 provinces. C'était les Katanga, Lubumbashi, Kinshasa et Kisangani à l'époque. Je me rappelle, c'était Kananga, c'était Kasaï Central à l'époque. Kananga, c'était en 2010. J'ai couvert cette activité avec l'ancien ministre de l'EPST, Maker Mwongo. Ils ont lancé ça dans 3 provinces pour 3 classes seulement. Mais ici, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive, il dit je lance ça sur toute l'étendue de la République. Et sur toute l'étendue de la République, elle est effective que dans 3 ou 4 provinces. Kasaï Central toujours, Katanga. Bon, je prends du Grand Katanga, Lualaba, tout ça, s'il faut les citer. Kinshasa et Bakomo. Ailleurs, ça ne marche pas. La réalité, elle est là en face. Donc le problème ici, ce n'est pas d'abord les collaborateurs, c'est d'abord les chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il s'est mal choisi des collaborateurs. Non, ça s'applique à l'armée. Laisse-moi te le dire, ça va faire 3 ans qu'il est aux affaires. On a détourné pour les projets 100 jours. Avez-vous déjà entendu, il a frappé combien de conseillers? On a détourné, la gratuité a posé problème. On a mis la main sur quelqu'un qui a détourné l'argent de la gratuité, qui a détourné l'argent de Covid. On les a mis en prison. Après, ils ont été libérés, ils sont tous en Europe. Aujourd'hui, c'est le projet Tchilégelou. Il est arrivé lui-même. Il n'a pas fait du doigt la réalité. Il s'est rendu compte que rien n'a été fait. Et jusqu'aujourd'hui, il a promis la prison. Est-ce qu'on a déjà ouvert un procès? Alors, en termes de perspective, laisse-moi arriver. Là, vous êtes en train de peindre ces tableaux sombres. Mais nous ne sommes pas là aussi, tout simplement, pour peindre les tableaux sombres. C'est que moi, je vais en termes de perspective, parce qu'il faut maintenant convaincre, est-ce qu'au bout de 12 mois, c'est faisable? Il faut commencer par où? Comment rectifier les tirs? Au bout de 12 mois, ce n'est pas faisable. Rectifier les tirs ici, c'est arrêter les déteneurs des biens publics. Voyez-vous? Et les arrêter, ça, c'est une perte de temps toujours pour la République. Parce que dans ces pays, on arrête des gens, mais ces gens ne remboursent pas l'argent. Je ne sais pas quel est ce ministre-là qui a détourné, qu'on a arrêté, qu'on a saisi ses biens ou qu'on a gelé ses comptes. Je n'en connais pas un. Tous sont libres juste de leur argent. Ici, dans ces pays, on nous a appris qu'on peut détourner 450 millions de dollars et on t'accorde la liberté provisoire pour 500 000 dollars et tu vas jouer de tes 400 millions autres et tu peux même aller te faire soigner avec avion médicalisé. Voilà ce qu'on a appris dans ces pays. Donc, les 12 mois qui restent, je ne vois pas les chefs faire la magie. On est déjà parti avec un grand retard. Mais vous savez comme moi, soyons journalistes, comme nous le sommes, et aussi jusqu'au boutiste, aussi équilibrés, c'est que la première année, elle n'a pas été facile avec les coalisés FCCK. Écoutez, Serge Kabongo, ici, moi, je ne veux pas ici qu'on puisse dédouaner les chefs de l'État. Je les responsabilise à 100%. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour les chefs de l'État. Quand il a fait cette alliance, et quand il a vu que les coques à jambon ont commencé, il avait les bâtons de commandement. Nous avions vu un ministre de la Justice démissionner. Il a demandé la démission de ses ministres. Il a même chassé du Conseil des ministres. C'était celui qui a dit Nabengui Emi. Et les messieurs n'avaient pas démissionné. Et pourquoi pour les autres, on ne les avait pas sanctionnés? Ici, c'était lui sa largesse. C'était lui, il a laissé les choses pourrir pendant longtemps. Et maintenant, il s'est rattrapé en retard. Et il n'y aura pas d'excuses auprès du peuple congolais. Nous, on a voté pour un mandat de 5 ans. Nous, on attendait les bilans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bilan donné au peuple congolais. Dans les 12 mois qui vont rester, chers amis, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est peut-être arrêter les voleurs, mais malheureusement, on va les arrêter pour 2 mois, 3 mois, ils seront libérés, et on ne va pas saisir leurs biens, on ne va pas bloquer leurs comptes, et le peuple congolais ne va pas retrouver l'argent détourné. Et tout ça, nous allons aller des procès à procès, et le peuple ne verra rien. Parce que je ne vois pas les présidents construire des routes maintenant là. Au Kasaï, construire des routes maintenant là. Au Grand Équateur, construire des routes maintenant là. Parce que dans l'État, il n'y a pas, les jalons n'ont pas été bien posés. Voyez-vous, les 3 ans là que les chefs ont consommé dans les discussions, en cherchant comment faire basculer la majorité, manque à gagner pour la population. Et là, la population est en train de croupir dans la misère totale. Et je me dis, heureusement qu'il est quand même conscient de cette misère. Il a reconnu. Et hier, je l'ai entendu dire ce qui m'a quand même choqué un peu. Il dit,
boza ko souffrir na mboka o poto zangi bolingo botike la mututa na ye nzamba sali na kuma président politique on a 6 ans yo ko koma na tana yo. Donc c'est comme si le chef de l'État, pour lui, ce sont des excuses qu'il commence à chercher. Non, nous n'allons pas t'excuser, cher chef de l'État. Tu es venu nous solliciter les mandats. Nous t'avions donné ces mandats de 5 ans. Et dans 5 ans, tu pouvais quand même faire quelque chose. C'est vrai, les mal étaient profonds, ça, il faut les reconnaître. Oui. Dans 5 ans, on ne pouvait pas changer tout en blanc. Mais seulement que la volonté d'y faire, on devait commencer quelque part. Et voyez-vous, qu'il y ait quand même des jalons. Et le deuxième mandat, ou celui qui viendra après, ou si c'est toujours lui qui prendra le deuxième mandat, ça nous permettra maintenant de faire quoi? D'achever les chantiers qu'il allait commencer. Mais là, je te dis, cher Kabongo, rien n'a commencé. Et tout ce qui a été mis pour les fonds qui ont été décaissés pour les projets ont été détournés. Et on a des millionnaires. Et plus grave, aujourd'hui, on ne détourne qu'un million. J'ai appris, c'est que mon cher ami Eyal venait de dire tantôt, 14 millions pour la construction des écoles. Cher ami, dans ces pays, on a connu un projet de la Banque mondiale, PRIS, où on déboursait 100 millions de dollars pour 1000 écoles par province. Et le taux d'exécution, c'était 700, 800 écoles. Et s'il faut varier les montants, combien ça coûtait 14 millions? C'est exorbitant! C'est exorbitant! Alors, le président va peut-être retourner à Kinshasa demain, après-demain, peut-être le week-end, certainement les vendredis pour tenir le conseil des ministres. Mais je ne sais pas, dans cette délégation, aucun ministre, je n'ai pas vu les premiers ministres est resté. Donc, c'est les groupes de conseillers qui vont maintenant préparer les dossiers par rapport aux réalités que le chef a rencontrées sur place et confier ça aux chefs du département qui sont les ministres pour y travailler. J'aimerais nuancer un peu les propos de mon ami. Vous avez bien fait de le rappeler que vous ne pouvez pas tout peindre en sombre. Je l'ai senti dans son élan, un besoin irrépressible de tout peindre dans une noirceur plus noire que Windows, pour reprendre votre boutade. Non, l'honnêteté voudrait dire certaines choses et les remettre à leur place. Par exemple, quand il a dit que je veux voir les gens en prison, personne n'est en prison. Non, il faut que l'on sache, in fine, ce que l'on veut. Appartient-il au président de la République de prendre les gens, de les menotter, de les amener en prison? Est-ce que vraiment ça appartient au président? Ça, c'est un problème de corps qui est la justice. Merci. Il parle de M. Kabila où, sous son régime, il a dit pas de gratuité sur l'ensemble du pays. Vu les moyens modiques, il faut les lancer dans 3 provinces. Les Grands Katanga, Kinshasa et puis les Kasaï. Central. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, oui. Mais il a reconnu que sous Kabila, la gratuité était presque néant. Mais l'honnêteté aurait voulu saluer la volonté du successeur qui veut faire cette gratuité qui est constitutionnelle effective. Et dans cette gratuité... Nonobstant les petits problèmes de Chikapa et... Mais attendez, vous pensez que dans ce pays, heureusement qu'il a dit, qu'il y a des choses que l'on peut décider et que ça peut aller comme sur des roulettes. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis. Les allants dont il parle, elles ont été détruites depuis. Autant on doit dire ce qui n'a pas marché, autant l'honnêteté doit nous obliger à dire ce qui a quand même marché. Attendez, ce gouverneur-là, je prends Kabinda. Kabinda, c'est le chef-lieu de Lomami. Je prends Kasaï Central. Je prends Kasaï Toukou à Chikapa. Ces gouverneurs-là font quoi? Même nous, à l'époque, on avait les cantonniers pour des travaux manuels, là, arranger les routes, débroussailler un peu les choses. Ces gouverneurs-là font quoi? Mais votre question ou votre interpellation, vous êtes aujourd'hui bon dans l'interpellation, me donne de l'eau au moulin. Je vous rappelle que je suis aussi candidat gouverneur au Nord-Ubangi. Et je profite pour vous dire que vous avez mon soutien. Merci. Quand vous irez battre campagne, il ne faut pas aller là-bas dire que mon grand-père est né ici, que ma grand-mère habite ici. Semble-t-il, c'est tribaliste. Voilà. Ça, c'est pour répondre à ceux qui cherchent les critiques, même sous le président, l'interdit de dire que ici, ma grand-mère, voilà. Si vous faites cela, vous aurez une meute de personnes qui vont s'agglutiner contre vous. Donc, je vous conseille de ne pas le faire. Pour revenir, le bilan, moi j'aime être honnête, le bilan n'est pas bon. Ça, il faut le dire. Mais dire que rien n'a été fait, c'est faire preuve, je pense, de malhonnêteté.
Si on considère les conditions, on dit non, on ne peut pas l'excuser. Tant mieux, c'est votre point de vue. Mais moi, je trouve que le président a eu des circonstances atténuantes. Il parle ici du FCC Cash. Et il semble que pour lui, il aurait fallu que dès le premier jour, que le président dise je romps ça. Et il suffisait que le président dise qu'il rompt ça pour que tout soit rompu. Oublions. Avec quel ressort politique? Oublions qu'il n'avait ni majorité, qu'il n'avait ni armée qu'il contrôlait, qu'il n'avait ni police qu'il contrôlait. En fait, il n'avait rien qu'il contrôlait. Il fallait consolider le pouvoir. Il faut, nous qui sommes un peu plus avisés, quand on fait des analyses, que l'on éclaire ceux qui ont des zones d'ombre. Le pouvoir, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Il ne suffit pas que vous soyez président pour que vous décidiez de tout. Merci. Pour que vous ayez la suprématie sur tout. Merci beaucoup. Vous avez épousé votre antenne. C'était un sujet un peu polémique là sur le séjour du chef de l'État dans la cité de Lodja. On a vu toute la notabilité de Lodja qui s'est organisée pour que les chefs arrivent à Lodja. Mais ceux de l'Omami, comment il s'appelle, ceux de Lusambo ne comprennent pas que Lusambo, qui est la capitale, je ne sais pas s'il faut vraiment en faire un débat, hein, mais je sais déjà qu'il y a quand même des problèmes entre ces communautés tétées là. J'en arrive, Serge Kabongo, mais je rappelle ici à mon ami que Willy Bakonga est sorti de la prison par ordonnance du président de la République. Faux. Si. Faux. Il a été gracié. Attendez. Dans une grâce présidentielle, on n'indique jamais le nom. Oh, ouais, bon, il fait partie de ceux qui en ont bénéficié. Il fait partie de ceux qui en ont bénéficié. On met les critères. Si vous met les critères. Il s'est retrouvé. On met les critères. C'était le premier nom. Qui a mis le nom? Qui a mis les noms? Oui. C'est le gouvernement. Le gouvernement, la ministre de la Justice. Et ça a été débattu au Conseil des ministres. Je rappelle à mon ami ici qu'il ne met pas des FCC cash. Il dit les chefs de l'État, il a les pouvoirs, il n'avait pas les maintenir. Entre nous, soit dit. Aujourd'hui, on a changé les chefs d'état-major. On a changé les commandants de la ville de Kinshasa. Il me dit qu'il n'avait pas police, il n'avait pas armée. Et ces commandants-là, c'est ça. Vous n'avez pas appris que le président a fait une nomination dans l'armée? On a changé Mbala. Non, attends. L'armée, ce n'est que Mbala. Moi, je pense que l'armée, ce n'est que Mbala. Les chefs de je vous pose la question. L'armée, ce n'est que Mbala. Écoutez, je vous retire à tous la parole. Qui veut parler sur le titre de la parole? Allez, vous avez la parole. Donc ici, il faudrait dire ici, je comprends que mon ami, il est dans un schéma de blanchir les chefs de l'État. Comme vous êtes dans le schéma de le noircir? Non, je ne le noircis pas. Vous le blanchissez? S'il vous plaît. Mais ici, évitons les procès d'intention. Écoute Serge Kabongo. Si vous avez besoin de la parole, vous la sollicitez. Écoute Serge Kabongo. Non, merci, m'attaque, je réponds. Tu attends. Écoute Serge Kabongo. Il m'a dit, écoute Gauthier, pour Gauthier, il fallait que aussitôt les pouvoirs qu'il arrête avec le FCC Cash n'avait pas la majorité. Mais ici, on disait qu'on le mettait les bâtons dans les roues. Il fallait sanctionner. Et il a sanctionné qui? Et qui les mettait les bâtons dans les roues? Et ils m'ont dit qu'il n'avait pas la police. Non, car aussitôt pour les pouvoirs, il avait la police, il avait tous les leviers de pouvoir. Et pour preuve, il est même arrivé à changer même la majorité. Vous oubliez que pas le président a besoin de contre-descendre la première ministre. Il faut raison garder dire les choses telles qu'elles sont. Ici, il faut dire que les problèmes d'aller à Lusambo, bon, je pense que l'État a son agenda. C'est vrai qu'il est parti partout, il avait promis d'aller partout au Grand Kassai. S'il faut quand même qu'il aille aussi là-bas, qu'il y a besoin, qu'il y a des infrastructures, parce que vous avez vu dans les conditions dans lesquelles il a été reçu, les podiums là ont été fabriqués avec des bois sur les champs. Et je me dis, est-ce que si à Lodja et à Chikapa, on l'a reçu dans ces conditions-là, et à Lusambo, ça sera comment? Je pense que c'est un problème de sécurité, mais aussi d'infrastructure. Mais il faut dire quand même que le chef de l'État devrait rapidement se ressaisir, parce que là, il y a un sérieux problème. Et les conditions dans lesquelles nous vivons et dans les conditions dans lesquelles nous avions d'abord fêté et dans lesquelles nous sommes entrés en 2022, ce sont des conditions extrêmement graves. Merci beaucoup, madame, monsieur. Il faut quand même qu'on mette qu'on jette un coup d'œil regardant sur les sociales, parce que là, il y a une forte pauvreté dans la population. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Merci à cher Patrick. Et allez d'avoir été de nôtre, mais aussi à vous, cher Gauthier Sey. Allez, madame, monsieur, prenez rendez-vous avec ce mag demain. L'émission d'aujourd'hui, elle sera rediffusée à 18h avec Kinshasa. Moi, je vous retrouve à 9h30 avec le même plaisir.